bonjour. C'est le 24 octobre. Aujourd'hui marque la fête nationale de la ville de Suez. On connaît tous que c'est une ville, voilà, c'est l'une des villes qui lie la Méditerranée à la mer Rouge. Donc on nomme Suez, Ismaïlia et puis Port Saïd. Là, on rappelle que cette ville a été complètement détruite et déserte après la guerre de 1967. Elle a été reconstruite après la réouverture du canal de Suez en 1975. Et il faut mentionner et signaler que les habitants de cette ville ont fait vraiment preuve de bravoure et de courage exceptionnel pour la défense et la lutte justement contre les attaques de l'ennemi israélien. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête nationale de Suez. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Monsieur le Général Ali Hafzi, مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأزرق. أهلا حضرتك. Ministre de la Défense, vous êtes le bienvenu. Bonjour. Bonjour. Bonne fête à tout le monde et tout l'Égypte. Je vous remercie. Aujourd'hui, on va parler d'une ville, grande ville, qui a beaucoup d'influence dans tous les esprits des Égyptiens. On parle de championnats qui ont fait une très grande championnat dans le Suez. Quelle est la valeur de Suez? Peut-être on va parler sur une épopée de Suez. C'est une épopée qui se relie avec l'histoire de cette ville qui il y a une grande histoire qui est reliée aussi avec l'Égypte. Lorsqu'on dit le canal de Suez, il est relié avec... On ne dit pas Ismaïlia ou Port Saïd, mais on dit Suez parce que c'est une position stratégique tout au long de l'histoire. Lorsqu'on parle de cette partie de l'épopée qui a venu après la défaite de 67, on ne peut pas parler de cela en séparation de toute autre activité qui ont eu lieu tout au long de longues années jusqu'à ce qu'on a pu réaliser le triomphe de 73. Avant cela, il y avait une épopée de combat avec la reconstruction de l'armée et aussi les missiles qui ont battu les avions israéliens et le combat israélien et l'esprit israélien qui a dicté tous les services secrets du monde et le 6 octobre. Toutes les parties qui essayaient d'évaluer la situation de point de vue régional ou international. Toutes les estimations, on ne pouvait pas réaliser ce qu'on a déjà réalisé le 6 octobre. On a ouï dire que c'était un miracle. Le miracle et l'accomplissement et la compétence. Pourquoi on a dit cela? Et c'est très important parce que les compétences et les capacités qui se trouvent à cette époque chez l'armée égyptienne étaient incomparables avec l'ennemi. Un autre point très important, on doit prendre en considération lorsque nous parlons de tout conflit régional entre deux parties que le conflit ne s'abstient pas aux deux parties, mais il y a une plus grande force derrière chaque partie qui tire profit et qui essaye d'orienter les choses pour ne pas se contredire avec ses propres intérêts, pour ne pas être influencé. Partant de ce principe, on peut dire que personne dans le monde entier ne s'attendait à ce qu'a fait les Égyptiens le 6 octobre. Je ne veux pas dire franchement le volume de cette victoire. Nous-mêmes, nous n'avions pas conçu cette victoire qui a été réalisée en peu de jours. Israël s'est effondré de point de vue politique et militaire. Et si seulement ce n'était le soutien israélien, le soutien américain, c'est qui a aidé Israël.
Et je me rappelle bien sûr du président lorsqu'il parlait avec Henry Kissinger qui soutenait Israël avec toutes ses tendances et toutes ses tentatives. Il lui a dit les États-Unis ne vont pas permettre à Israël de s'effondrer une défaite écrasante, mais elle peut reprendre sa balance. Alors, si on parle que le succès qui a eu lieu, il y avait un conflit entre les deux grands pôles, les États-Unis et l'Union soviétique ou la Russie. Les soviétiques voulaient mettre un fin à faire un cessez-le-feu et l'autre partie, les États-Unis, et notamment Kissinger, il essayait de donner l'occasion à Israël parce qu'il avait beaucoup de confiance en le potentiel d'Israël pour changer la balance et l'équilibre des choses. Mais il était surpris par la position qui se trouve sur le terrain ou le champ de travail ou le champ de bataille pour essayer d'instaurer un cessez-le-feu. Si on a accédé à cela, alors la position doit être frayer la voie pour la politique. Et on commence avec la politique et on termine avec la politique. Le travail militaire, c'est un outil pour faire une sorte de volonté politique. Alors, je dis cette préface pour déduire comment ils ont accédé à Suez pour comprendre les choses. Il y avait la personne de Kissinger qui a visité Moscou le 20 octobre. Et selon mon point de vue, il y avait une sorte d'entente entre les deux partis, américains et soviétiques, pour mettre fin, pour instaurer un cessez-le-feu lors de positions qui permettent de négociations à se tenir ultérieurement. Et avant cette rencontre, les États-Unis ont soutenu Israël avec un volume très grand d'armement et de planification et d'expertise, et d'une façon incomparable. Et je me rappelle qu'Israël a été soutenu par 60 000 tonnes de son arsenal américain d'armement, et Israël voulait seulement, lorsqu'ils ont trouvé qu'ils ne peuvent pas faire la défaite de l'armée, ils voulaient seulement faire une brèche entre les deux armées, deuxième et troisième armée qui se trouvaient sur le front pour trouver un pas ou une position pour un pas pour les Israéliens sur la rive gauche. Et ensuite, on va instaurer le cessez-le-feu pour commencer les négociations. En réalité, ils ont réussi de faire cette brèche à Odef-Ressoir et ils ont pris 20 kilomètres. Sharon était le commandant qui avait fait les planifications dans cette région. C'est lui qui a essayé, avant Suez, de s'introduire à Ismaïlia parce que c'était le front le plus proche pour Defressoir, pour réaliser une sorte de réussite dans les médias et dans la politique. Il n'a pas réussi à le faire, il a échoué grâce à la résistance des forces égyptiennes. Alors, il s'est orienté, puisqu'il n'a pas réussi à s'orienter vers le nord, alors il s'est orienté vers le sud, à Suez, et notamment dans la région où ne se trouvait aucune unité de combattants, mais c'était seulement des positions de défense aérienne qui se débrouillent et se traitent avec les missiles et les avions. Et ils ont accédé à Suez. Et à cette position, je me souviens
le rôle de Suez. Ils ont accédé à Suez le 23 octobre. Comment est-ce qu'ils se sont introduits dans la ville? Ils ont commencé la conclusion de cette situation le 24 octobre, comme cette journée, depuis de 6h30 du matin. Ils ont commencé de pionner avec les avions et avec l'artillerie et les obus pour 3 heures continuelles contre Suez. Ensuite, ils ont essayé d'attaquer la ville depuis 3 directions: de l'Ismaïliya, de la région nommée Al-Hawis, c'est une autre région de Caire, Suez, dans le triangle du nord, deuxièmement de l'ouest à l'est, et ensuite du port Al-Adabiya jusqu'au sud, à Suez. Après ces raids, ils croyaient que la position était frayée pour qu'ils entrent dans la ville. Mais ils étaient surpris par l'homme égyptien. Malgré, je peux dire une chose très importante, comme j'ai dit, malgré le peu de potentiel et le pouvoir et l'équilibre qui se trouvait entre les 2 ennemis, mais Suez, ou ce qui se trouvait à Suez, quelques éléments de résistance et aussi la défense populaire et quelques éléments qui essayent de défendre et quelques unités administratives de l'armée. Mais malgré tout cela, lorsque les forces israéliennes et ces chars ont commencé de faire une sorte, ils essayaient de nous duper. Lorsque je me souviens du 6 octobre, lorsqu'on dit Henry Kissinger, lorsqu'il a eu une rencontre avec le président Sadat le 7 novembre, il lui a dit, avant de parler dans la politique, je voulais savoir comment est-ce que vous avez dupé tous nos services et vous avez réussi le 6 octobre. C'est une sorte de reconnaissance, oui. Ils ont essayé de faire duper les gens et de porter des drapeaux de pays arabes pour essayer de s'introduire dans cette ville. Depuis le nord, il y avait un point de défense et une bastion qui les a barré la route depuis le sud vers le nord. La direction essentielle était de l'ouest vers l'est, qui est la traversée et l'avancée du Suez, lorsque c'est le portail de Suez. Ils ont eu une résistance surprise et il y avait beaucoup de dégâts dans les rangs des chars et des artilleries et beaucoup de tués, ainsi que les dépôts de munitions et les véhicules de munitions ont été explosés. Et après les 3 heures qu'ils ont pillonné la ville, ils n'ont pas désisté la résistance. Ils essayaient de s'évader dans toutes les directions grâce à la résistance du peuple. Et ils avaient des bouteilles de Molotov et quelques armes très simples et aussi des balles en feu avec du pétrole, et ils ont lancé sur... Il n'y avait pas... Est-ce qu'ils étaient dans l'attente de cela? Si les Israéliens, on va organiser notre résistance, ils étaient préparés ou bien c'était spontané? Non, il y avait une sorte de préparation avant cela avec l'armée, bien sûr. C'était le gouverneur, il était M. Saïd Hafiz Badawi. Il leur a dit
On s'attend à ce qu'il y aurait une attaque sur la ville demain, alors on doit se préparer avec tout ce qu'on possède. Et peut-être lorsqu'ils ont eu un message de l'autorité militaire égyptienne que la défense et la résistance doivent avoir lieu jusqu'au dernier homme qui se trouve sur la ville. L'armée israélienne a essayé de lancer des tracts pour que les citoyens de cette ville se rendent, mais la résistance était incomparable et surprise. Les Israéliens essayaient de s'évader dans des directions, peut-être dans la route principale même de la ville, et il y avait un centre de police civile pour ne pas subir les effets du feu. Est-ce que si la résistance était populaire qui se trouvait dans le Sinaï, non, il y avait ce qu'on peut dire les forces de défense populaires, ils sont des civils, et la résistance civile de Suez. Le peuple se trouvait, oui, ce sont parmi le peuple, ce n'étaient pas des forces armées, non. Ils étaient des citoyens de la ville, oui, ils étaient des citoyens. Lorsque on se concentre sur l'homme égyptien et qui essaye de prouver sa bravoure et son lien avec son sol et la sécurité de son pays, vous allez trouver beaucoup de forces qui... il n'y avait pas de... c'était une épopée, comme je l'ai dit, ce n'était pas un combat ou bien de forces qui essayent de lutter pour accéder à un but. Je considère le Suez comme un exemple incomparable pour, permettez-moi, j'espère, nous n'avons pas payé attention à cette ville. Quelles sont les documentations qui essayent de relater les bravoures de ces combats? Cette interréaction humaine et les gens et les peuples qui se trouvaient des militaires et des civils et le gouverneur aussi, c'était une épopée du groupe médical même qui se trouvait à Suez. C'était une chose incomparable. Et vous voyez, cette ville était encerclée pour 100 jours jusqu'à ce qu'il y avait le 16 janvier, il y avait une retraite. Après la décision de cette retraite, les forces israéliennes qui encerclaient cette ville, quelques éléments civils étaient surpris que les Israéliens étaient très heureux qu'ils vont se retirer pour rentrer chez eux. Et c'était très bizarre. Et ils ont remercié Sadat. Ils ont dit que Sadat était un homme brave et courageux. Et ils essayaient d'insulter Golda Meir. Et je me souviens aussi une situation le 28 octobre, je crois, si je me souviens bien, il y avait des pourparlers du kilo 101 entre la partie égyptienne et israélienne. Et peut-être ça tournait autour l'approvisionnement et les blessés et les prisonniers. La partie égyptienne était surprise que les Israéliens, en échangeant les prisonniers, ont demandé un des prisonniers israéliens avec son nom. Je me souviens du nom de ce prisonnier. Je crois que c'était son dernier nom, c'était Shimon. Dan Avidan Shimon, parce qu'il y avait une sorte de relation entre ce premier officier qui a été prisonnier
par les forces égyptiennes en novembre 1969. Non, notre force militaire l'ont pris depuis 1969 comme otage, comme prisonnier de guerre, et j'étais responsable de sa vie jusqu'à ce que je l'ai relégué aux forces au Caire. La partie égyptienne était surprise par cette demande que le premier d'entre eux, c'était Dan Avidan Chamoun. Pourquoi ils ont nommé celui-ci notamment? Je vais vous demander, est-ce qu'Israël, il y avait une sorte de... Et ils portaient leur attention parce que c'était un proche de Golda Meir. Vraiment, ils ont dit qu'il doit être le premier prisonnier à être échangé parmi les prisonniers de guerre. Alors, il doit être livré aux forces israéliennes. C'était une carte pour les négociations. Et je peux dire que l'épopée de Suez était une grande épopée, et on peut dire aussi que 24, 25, 26 et 28 octobre, il y avait beaucoup d'autres combats et d'épopées pour... malheureusement, notre temps a été pris fin, mais on va demander une question. Est-ce que il y a aussi d'autres épopées dans Ismaïlia et Port Saïd? Est-ce que les trois régions, le développement de ces trois positions, est-ce qu'ils sont à la hauteur de ceux qui ont déjà présenté? Malheureusement, on ne peut pas de maintenant répondre. Alors, je vais répondre très brièvement que l'Égypte doit porter son attention sur la région est de l'Égypte, le nord et le sud du Sinaï, et parce que c'est le secteur unique et promettant pour le futur de l'Égypte. Je vous remercie infiniment, le général Ali Hafzi, pour les informations, et j'espère que vous serez avec nous une autre fois pour raconter tout ce que vous avez. Bonne fête, et l'Égypte est toujours en sécurité, et on doit penser à 2 points. Que l'Égypte est plus important, et vive l'Égypte. Excellente journée à toutes et à tous, excellente journée à toi. Merci.